Il y a la famille Arthur, il y a la famille Hanouna, et puis il y aura peut-être un jour la famille Deluxe. En tout cas, les gens qui font partie de cette famille sont avec moi, dont fait partie Jean-Michel Cohen. Merci d'être là dans cet instant. C'est avec plaisir, franchement. Hein. Voilà, on se connaît bien maintenant, et puis on se fait toujours des petites émissions ensemble pour parler un peu actualité. Quoique, mon Jean-Michel, aujourd'hui, je vous trouve un petit peu... vous êtes un peu fatigué. Je sens que vous avez besoin de soleil. Moi, je crois que comme tout le monde, d'abord, ambiance générale qui est pas terrible, le temps qui est pas terrible, les vacances qui n'ont pas été terribles, le travail habituel. Je dirais, il n'y a rien d'euphorisant. Donc, je me demande si c'est un déficit de soleil, un déficit de vacances, le besoin d'une ambiance meilleure. Mais vous êtes vraiment, vous réagissez par rapport à ça, par rapport au soleil ? Je pense que oui. Je pense que, et d'ailleurs, quand ça m'arrive, en fait, j'ai la chance dans le centre médical dont je m'occupe d'avoir une cabine de puvathérapie, c'est ce qu'on utilise pour le psoriasis, et je vais me faire une petite séance de puvathérapie. Et vous sortez en pleine forme. Mais je pense que ça marche, c'est la luminothérapie, quoi, finalement. Et par contre, une petite question, du coup, on rentre officiellement dans la conversation, dans cette émission, mais tout ce qui est cabine UV, c'est dangereux ou pas, Jean-Michel Cohen ? Ça dépend du type d'UV. Il y a les UVA, les UVB, mais en fait, nous, les UV qu'on utilise en puvathérapie sont des UV qui ne posent aucun problème. Ça veut dire qu'ils ne vont pas être susceptibles d'abîmer la peau ou de déclencher des maladies graves. On commence l'émission avec la première case dans cet instant de luxe 2.0. Jean-Michel Cohen, la une avec une photo. Ah, Julien. Courbet. Et alors, Julien. C'est un copain. C'est un bon expert. Vous avez travaillé avec lui, évidemment. Mais avant tout, c'est un copain. Oui, non, mais j'ai travaillé avec lui. Il est devenu copain après que j'ai travaillé avec lui. C'est-à-dire que j'ai fait des émissions avec lui quand on faisait les experts pour France 2. Et ensuite, il a animé l'émission de télé sur C8. C'est que de la télé. Et à ce moment-là, il y avait une complicité entre nous qui faisait qu'on n'avait pas besoin de se parler pour savoir ce qu'il fallait dire et ce qu'il fallait répondre. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Il le sait. J'ai déjà fait son panégyrique une des dernières fois où vous m'aviez invité. Ça fait partie des gens extrêmement élégants de la télévision, extrêmement professionnels. Il y a des gens qui ne sont pas élégants, Jean-Michel Cohen ? Oui, il y en a. Il y a des gens qui n'étaient rien il y a 10 ans ou 15 ans, et puis qui brutalement vont changer d'attitude. Bon, moi, ça ne m'affecte pas, mais je pense que pour leur entourage, c'est quelque chose de terrible. Julien n'est pas comme ça. Julien, il a toujours gardé ce côté simple qui fait aussi sa qualité, et c'est raisonnant. Enfin, tout le monde dit la même chose que moi sur lui. Une photo arrive, parce que je vous vois souvent dans cette émission en ce moment. C'est la photo de Jean-Marc Morandini, évidemment. Morandini Live, il fait partie aussi de vos amis. Et vous allez, ça qui m'étonne le plus souvent dans cette émission, vous allez souvent dans cette émission, en plus pour vous engueuler. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur plein de sujets. Et justement, moi je trouve que c'est ça le propre des amis. Jean-Marc, je le connais depuis 20 ans. C'est quelqu'un, il y a des gens qui vont le critiquer, c'est quelqu'un qui a deux qualités fondamentales, il est extrêmement fidèle en amitié, et c'est quelqu'un de très généreux. C'est vraiment deux qualités que j'apprécie énormément. Dans quel sens ? D'une façon générale. Généreux en amitié, généreux en confidence, généreux si vous avez un problème pour prendre de vos nouvelles, généreux si vous êtes au restaurant avec lui. Enfin, il est généreux en tout. Voilà, c'est deux qualités que j'apprécie beaucoup. Et quand je vais dans son émission, par contre, j'y vais comme un chroniqueur ou comme un invité. Donc, j'ai absolument aucune raison de le Mais quand vous vous engueulez à l'antenne, parce que ça part des fois fort, quoi. J'ai l'impression que vous allez vous mettre dessus. Oui, c'est vrai. Non, mais sincèrement, mais quand vous engueulez comme ça, je veux dire, comment ça se passe hors plateau ? C'est fini. Quand le plateau est fini, c'est fini, on s'embrasse, on se fait des clins d'œil. C'est fini. C'est quand vous êtes sur un plateau... Mais le moment est sincère, alors quand vous... Ah, complètement. Alors, complètement. Okay. Et quand on sort, il me dit toujours, ça me fait rigoler que tu me dises Monsieur Morandini. Oui, et je lui dis, tu m'appelles bien docteur. Donc, non, on fait une émission de télé. On doit faire l'émission de télé de façon sincère. Donc, on n'a pas à tricher. Donc, oui, je l'engueule. Alors, je pourrais l'engueuler dans la vie de tous les jours. Mais vous en reparlez jamais après. Et non. Comment vous faites une différence, une dissociation entre la télé, Jean-Michel Cohen, et l'après, l'amitié, c'est-à-dire que si vous allez redîner avec Jean-Marc après, vous allez en reparler de ça ou non ? Oui, mais les engueulades que nous avons, c'est à propos de nos points de vue qui sont divergents. Sauf que comme il a une grande gueule et que j'en ai une aussi, quand il dit quelque chose, certains de ses invités s'écrasent, je ne vais pas m'écraser. Donc c'est la différence. Si Jean-Marc Morandini partait, je ne sais pas pour quelle raison, sur une radio, est-ce que vous le suivriez ? S'il m'appelle, oui. Vous savez, il n'y a rien de mieux en télévision que de travailler avec des gens pour qui vous avez de l'affection ou de l'estime, ou l'un ou l'autre ou les deux. Et quand vous avez de l'estime, moi je me souviens du Grand Journal, j'avais énormément d'estime pour Denisot.
il m'appelait, je venais. Ouais. C'était, j'ai de l'estime pour Drucker, il m'appelle, je viens. Il est dans les tuyaux, Jean-Marc Morandini, pour Europe 1. Je vois que ça bouge un peu la grille en ce moment. Écoutez, ça fait des années qu'il est dans les tuyaux. Très honnêtement, Europe 1 a besoin de lui. Oui. Et Jean-Marc Morandini a envie d'Europe 1. Donc, mais Europe 1 a besoin de lui, du temps de Qu'est-ce qu'ils Jean-Marc. attendent tous les deux? Ah, ça, j'en sais rien. Je ne suis pas dans le secret des vous dieux. êtes Je son pense ami. que c'est M. Bolloré Oui. qui décide Oui. ou les gens qu'il a nommés qui D'accord. vont décider. Qu'est-ce qu'ils Et décident? ce serait pas je sans sais tarder, pas. selon vous? Je n'ai pas de renseignements là-dessus. Vraiment, je pense que c'est sa Je place. tire des fils, moi. Non, mais je pense que c'est sa place, c'est quelque chose de naturel. Ils ont couplé CNews avec Europe 1. Pour l'instant, Jean-Marc n'est pas sur Europe 1, mais il mériterait d'être sur Europe 1. Il ne faut pas oublier qu'il y avait 2 leaders sur Europe à un moment donné. Il y a eu Ruquier. Et il y a eu Morandini. Ruquier a tenu la station pendant des années. Il a été à un moment donné challengé par Hanouna, qui a aussi tenu la station, et Morandini. Quand Ruquier est parti, la station a souffert terriblement. Quand Morandini est parti, la station s'est écroulée. Donc, évidemment que M. Bolloré, qui n'est sûrement pas naïf sur ce genre de sujet, l'a noté dans ses tablettes. Nouvelle case avec Jean-Michel Cohen. On part sur la 2 et on ouvre une case importante qui est celle de la santé. Évidemment, moi j'aime bien prendre les nouvelles de la santé de mes invités. Vous allez bien? Écoutez, moi je vous ferai la réponse du docteur Nock. Hein. Ouais. Tout bien malade est un... Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Ouais. Donc, pour l'instant, je vais bien. J'ai l'habitude... Enfin, je mésestime pas ma santé. Ça veut dire que si j'ai quelque chose qui ne va pas, je le teste, je le radiographie, vous faites je vérifie. Pas mal de tests à droite, à gauche. Non, mais je vérifie. C'est normal. C'est quand même mon boulot. L'âge, ça vous fait peur? Ouais, un peu, ouais. Vous avez quel âge, un Michel? peu. Là, j'ai 59 ans, j'aurai 60 ans en milieu d'année prochaine. On va faire une grosse fête. Oui, on fera une grosse fête. Non, bien sûr que ça travaille, l'âge. Ça veut dire... D'abord, on regarde ce qu'on a fait, si on en est fier ou pas fier. On regarde ce qu'on a à faire et si on a le temps de le faire. Vous faites des bilans un petit peu sur vous? Sur des quoi? Bilans perso comme ça? Cette année particulièrement, parce qu'en fait, j'ai écrit un bouquin, on en parlera, mais j'ai écrit un bouquin en septembre où je me suis souvenu de tas de choses et où j'avais besoin, post-Covid, de parler d'un certain nombre de choses, de dire au fond, qu'est-ce qui nous rend heureux, quoi? Comment on fait pour être heureux? On est comme des petits hamsters dans une roue. On habille, je me lève, j'écoute la radio, je fais mon boulot, je réponds au téléphone, je vais à la télé, je vais voir des patients, etc. Et il y a un moment donné, vous vous dites, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour être heureux vraiment? Alors vous y donnez des conseils, on le verra tout à l'heure, mais ça part un petit peu sur plus de choses, et notamment le sport qui est important, l'alimentation, et puis des leviers divers et variés. Des trucs dingues, les vêtements. Oui, des trucs incroyables. La façon de vous habiller, la façon d'organiser votre maison, la considération que vous avez à l'égard de vos amis ou de votre famille. En fait, c'est des choses sur lesquelles on a besoin de réfléchir. Mais comment on peut savoir si on est heureux? Alors ça se mesure. Il y a au Danemark, ils ont inventé une échelle d'indice de bonheur et tout le monde l'utilise dans le monde entier, les Asiatiques aussi. On mesure le bonheur et vraiment ça se mesure. C'est-à-dire on vous demande de mesurer comme un peu pour la douleur, sur une échelle de 1 à 10 ou de 1 à 100, quel niveau de bonheur vous estimez ressentir. Parce que dans le bonheur, ce qui est important, c'est le ressenti, c'est pas le vrai bonheur. Il y a des gens qui vont vous dire, mais t'es heureux, t'as une maison, t'as une bagnole, t'as des beaux enfants, etc. Peut-être que c'est pas ça qui me rend heureux. Donc ça se mesure, l'indice de bonheur. Vous pensez à la suite, à la fin, des fois? Vous dites à la fin à mourir? Oui. Ouais, j'évite le plus possible quand même parce que je trouve pas ça joyeux. Bien sûr, mais c'est. Non, mais mourir, ça me dérange pas en fait. Ce qui me dérange, c'est la semaine qui suivra ma mort. Ça veut dire mourir, mais je vais pas le sentir. Vous allez passer d'un état à un autre. Mais la semaine d'après, qu'est-ce qui se passe? Personne m'a prévenu de ce qui allait se passer. Je sais pas du tout. Donc c'est ça qui m'inquiète le plus. Vous aimeriez qu'on retienne quoi de vous si demain vous partiez pour le grand voyage? Je sais pas. J'ai pas cette notion-là. Je dirais que je pense que tout s'efface. Je n'accorde pas, par exemple, il y a des gens qui sont des collectionneurs de photos. Moi, quand c'est passé, c'est passé. Je veux dire, après, quand ça sera fini pour moi, le monde continuera sans moi. Mais c'est pas grave qu'on oublie. J'aimerais, la seule chose que j'aimerais, c'est que mes petits-enfants, donc les petits garçons et les petites filles, retiennent l'image de moi d'un grand-père sympa, qui était actif, qui avait fait des bonnes choses, voilà. Après, les autres, ils vous oublient. Et c'est normal, c'est la loi de la vie. Jean-Michel Cohen, la chirurgie esthétique, ça vous a déjà tenté ou pas du tout? C'est rigolo. Je vous sens un peu coquet quand même. Je vois bien, vous faites si. Tout ça. Alors moi, j'ai de la chance parce que je suis d'une famille où génétiquement, mon père, arrivé à un certain âge, n'a jamais vieilli. Et je pense que je suis un peu fabriqué pareil. Oui, il y a un petit truc qui me gêne, c'est le cou, là. Je trouve qu'il y a ça qui me gêne et peut-être un petit peu les rides d'expression, les rides nasogéniales.
Non, je ne vais pas le faire, parce que de toute façon, quand je le dis en famille, alors tout le monde me regarde comme si j'avais dit une horreur, et en fait, c'est une idée qui me passe par la tête, mais je suis pas sûr que je le ferai. Vous n'avez rien fait du tout, même les rides en haut, tout ça? Non, rien. Mais je pense, je vous assure que c'est une affaire génétique. Mon père, à 85 ans, il était comme il était à 50, quoi. On enchaîne avec une autre case, évidemment, une case importante. Je la fais tout le temps avec vous, mais je crois qu'il faut la faire. C'est celle de Myriam. Ah, bah, oui. Parce que c'est votre femme, et puis parce qu'elle est importante. Et puis je pense qu'il faut toujours prendre dans cette émission un petit moment pour parler de sa femme et lui dire à quel point elle est importante. Alors d'abord, moi, ce qui me fait toujours rigoler, c'est nous sommes mariés depuis 40 ans. Et donc, quand on dit ça aux gens, ils disent ouais, ils sont mariés depuis 40 ans, ça n'existe plus. Si, ça existe. C'est l'histoire d'une complicité, c'est l'histoire d'une équipe, c'est l'histoire d'un amour, évidemment, mais quelque chose de très profond. Quand je pense à quelque chose, par exemple, je suis dans la rue, je vais acheter du pain. Elle va acheter du pain. Je vais au supermarché pour acheter des pâtes. Elle aura acheté des pâtes. D'accord. Je lui demande si ça lui plairait d'aller prendre la voiture pour aller dans tel restaurant. Elle pensait à ce restaurant. Ah, voilà, c'est une histoire d'amour profonde. Je vous rappelle que je l'ai enlevé, donc c'est... Quand nous sommes mariés, en fait, ma belle famille n'était pas attendrie par ma présence, et donc j'ai été obligé de l'enlever. Donc elle a quitté ses parents. Vous avez enlevé votre femme ? Oui, je l'ai enlevé, oui. Mais c'est sérieux comme histoire. Ça veut dire bien sûr, je vous crois. on était tellement fâchés qu'il a fallu prendre une décision, et ma femme m'a dit, voilà, ça se passera jamais bien, donc partons. Et nous sommes partis, j'ai été la chercher en voiture, elle est sortie avec sa valise de chez ses parents, et nous sommes partis. Et donc je l'ai enlevé. Mais c'est un truc de fou, cette histoire. Oui, c'est très mignon. Et donc, c'était un 24 décembre au soir, très exactement. Cadeau de Noël. Vous avez revu les parents ou jamais? Non. Ça s'est arrangé quelques mois plus tard, évidemment. Je pense qu'ils aimaient leur fille. Et donc, ça s'est arrangé. Mais on a vécu pendant quelques mois, presque 6 mois, isolé de sa famille et dans un tête-à-tête absolument charmant avec... très peu d'argent, quoi. Je veux dire, on n'avait rien. Donc, très peu d'argent. On avait une table basse qui nous servait de table basse, de bureau et de table de salle à manger. Et vous avez monté après tout ce petit parcours-là. Oui, complicité et amour, oui. On enchaîne avec une autre case, s'il vous plaît, dans cet instant de luxe. Laurent Ruquier. Oh là, il a dit des choses, là, il y a quelques jours. Il s'est pris un peu, il s'en est pris à tous les médecins. Vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Il n'a pas complètement tort. Il a expliqué son ras-le-bol envers les médecins qui participent à l'hystérie collective dans la crise sanitaire. Maintenant, il faut qu'on se teste et que l'on se déteste. Vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Laurent Ruquier? Vous qui faites partie de ces médecins qui aident sur les plateaux. C'est un peu gênant parce que ce sont mes confrères et que beaucoup d'entre eux sont des gens compétents. On parle de Kierzek, on parle de Simès, Je pense que le problème, c'est l'ivresse des médias. Ça veut dire que il y a des médecins qui étaient équipés pour aller dans les médias, ils connaissaient, ils savaient quels étaient les pièges, ils savaient comment il fallait parler. Et on a vu des tas de médecins arriver qui ont été saisis par l'ivresse des médias. La notoriété ? On se demandait si à un moment donné ils travaillaient tellement. Je pense à certains médecins, j'ai même plus les noms en tête, mais il y en a quelques-uns, 5, 6. Moi, je sais que j'ai reçu matin, midi et soir. J'ai reçu Gérald Kierzek. La question qui sortait le plus sur lui, c'est comment il arrive à travailler alors qu'il est tout le temps sur les plateaux. Et c'est une question qu'il peine beaucoup d'ailleurs. Non, Gérald, il y a une particularité, c'est que Gérald est un urgentiste. Et ça veut dire que les urgentistes, quand ils travaillent, ils sont susceptibles de travailler sur 24 heures. Et donc à ce moment-là, ils ont des jours de repos, ils peuvent cumuler leurs jours de repos. Donc sur le plan du planning, je pense qu'il peut s'en sortir. Par contre, Gérald est un professionnel des médias. Donc ça veut dire que lui, il y va, mais il aime ça. Comme tous les médecins qui se mettent en scène à la télévision, il aime ça. Mais ce sont des jeunes médecins. Non, je ne suis pas d'accord avec lui surtout. Sur la crise du Covid, j'arrête d'en parler. Je l'ai dit à tout le monde, j'arrête d'en parler. Parce que je trouve que ça ne fait pas du bien à la population. Et je trouve que chacun dit un truc, l'autre le contredit. Ça rend confus la situation. Alors que pour le moment, je trouve que les choses sont plutôt pas mal gérées dans le pays. Et je ne vois pas l'intérêt d'aller tétaniser les gens. Comme j'entends régulièrement certains médecins aller tous les matins, enfin chaque fois qu'ils sont chez Bourdin le matin, c'est juste pour nous dire que c'est l'apocalypse demain. Écoutez, si c'est l'apocalypse, on aura le temps de la prendre. Et en tout cas, je trouve qu'il y a des décisions qui sont prises, il faut les appliquer, point barre. Voilà. Quant tous les médecins qui ont l'habitude des médias, je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer parce qu'ils savent manipuler les médias. Il y a des mauvais médecins dans ceux qui parlent à la télé en ce moment. Mauvais, il y a des médecins qui ne racontent pas autre chose que des lieux communs.
et qui se mettent plutôt en scène sans donner de l'information. Ce que j'aime, non, je ne vous donnerai pas le nom, mais ce que j'aime, il y a des gens qui, par contre, ont de la vraie connaissance et qui viennent la donner. Je pense, par exemple, à Antoine Flahault, je pense à Fontanet, qui ont de la vraie connaissance, qui viennent nous la distribuer et qui la distribuent avec élégance et avec parcimonie. Quant à ceux qui viennent nous rabâcher ce qu'on a entendu sur la chaîne d'infos, qu'ils ont eux-mêmes entendu le matin en prenant leur café, etc., ça va, ça saoule, quoi. On enchaîne avec une autre case, cher Jean-Michel Cohen. On part tout de suite sur la 5 et on part sur la politique, évidemment. Bon, Jean-Michel, ça part à droite ou ça part à gauche ? Mon itinéraire est assez curieux en politique. Je le raconte dans le livre. Parce qu'en plus, vous avez fait partie, je crois, d'un parti. Je vous dirai la vérité. Quand j'étais tout jeune, ma première révolution, je l'ai faite pour moi-même et je suis devenu le leader gauchiste de mon lycée. J'étais le leader gauchiste, je mettais le lycée en grève, je défilais dans les rues, je faisais des trucs insensés, je distribuais ce qui était Libération à l'époque. Et puis après, les études faisant, j'ai été syndicaliste à la faculté, donc j'étais très impliqué. J'ai fait partie des gens qui ont voté Mitterrand en 1981. À la déliquescence de la fin de Mitterrand, j'ai voté pour Jacques Chirac. Et ensuite, je me suis retrouvé à voter plus fréquemment à droite qu'à gauche parce que j'avais pas de leader qui m'inspirait. Oui, dépassé un peu. Mais j'avais pas de leader qui m'inspirait. Et sur la dernière élection, je dois dire que le jeunisme, l'enthousiasme, l'élan que portait Macron était très stimulant. On se disait, enfin, tout va changer. Voilà quelqu'un de jeune qui nous change de la politique habituelle. On y va, quoi. Faut foncer, faut aller vers Macron. Sur la prochaine élection, le problème, pour moi, je vais être très cash avec vous, c'est qu'en dehors de lui, je vois pas qui. Voilà. Je suis pas, je veux dire, il n'y a pas quelqu'un qui emporte mon désir. Et c'est malheureusement le problème de la politique en France aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on élit par élimination plutôt que par appétence. Donc jusqu'à aujourd'hui, ce serait Macron pour vous. Ou alors il faudrait que j'ai des déclarations qui viennent, mais enfin, Zemmour, ça sera... même non, pas la peine d'en parler. Franchement, c'est pas possible. Pécresse Pécresse, il y aurait une petite hésitation, mais... Elle a été ministre de Sarkozy, sous-ministre de Sarkozy. Ça vous emmerde, ça. Non, c'est pas ça, non. Sarkozy, je l'aimais bien, mais elle a été sous-ministre de Sarkozy, elle a été ministre du budget, elle a fait des trucs quand elle a été ministre du budget, la suppression des policiers, les universités, etc. C'est moyen, donc j'attends qu'elle présente quelque chose de construit. Ça veut dire, pour l'instant, moi, où ils sont les programmes des candidats Où ils sont Ils s'engueulent les uns les autres, ils disent du mal les uns les autres. Où sont les programmes ? Qui pourrait sortir du lot, là, d'un coup ? Écoutez, moi j'ai l'impression qu'on se dirige vers un duel traditionnel, Le Pen-Macron, parce que je pense que Pécresse n'est pas suffisamment portée. Déjà, elle a trop de problèmes avec son parti elle-même. Elle n'est pas suffisamment portée. Je connais un peu la politique quand même, donc j'ai quand même une bonne vision des choses. Ça fait partie des discussions que vous avez autour de Morandini Live. Souvent, c'est la politique aussi. Elle n'est pas portée par le parti, si vous voulez. S'il y avait un parti qui fasse un bloc de militants, ça marcherait. Mais là, ils sont en train de se diviser dans tous les sens, donc voilà. On a besoin d'être géré normalement, c'est tout. Case suivante, dans cet instant de luxe 2.0 avec Jean-Michel Cohen, c'est évidemment l'argent. Ah oui, c'est l'ADN de l'émission, désolé, il fait des gros yeux, mais c'est comme ça. J'ai reçu, il y a maintenant 6 mois, les frères Bogdanov, avant qu'ils partent évidemment de cette malheureuse crise. Ça fait de la peine, ça, je les connaissais. Vous étiez proche d'eux ? Ouais, enfin proche. Vous les connaissiez bien. Je les connaissais bien. On était contents quand on se revoyait. Voilà. Vous avez parlé avec eux du vaccin, tout ça, non ? Non, j'ai jamais parlé de vaccin. Étonnamment, comme vous êtes non, je les ai croisés pendant le confinement et on n'en a pas parlé. Mais ça m'a vachement étonné qu'ils ne soient pas vaccinés. Des gens qui avaient quand même une appétence pour la science et qui ne sont pas vaccinés, c'est très bizarre. Alors, je connaissais leurs conditions financières. Je savais que c'était un peu de bric et de broc. Ils étaient très artistes de ce côté-là. Mais bon, il y avait comme Jean-Marc, il y avait de la générosité chez eux, il y avait de la chaleur, il y avait de la gentillesse, il y avait de la bonté. C'était des gens bienveillants. Voilà, et donc, ça fait de la peine, quoi. Si je vous parle des frères Bogdanov, c'est parce que la dernière fois qu'on a parlé d'argent avec eux, ils m'avaient expliqué que leur premier revenu, c'était la vente de livres. Je sais que vous avez ce point commun avec eux. C'est que vous, quand vous faites un livre, ça fonctionne, et plutôt bien. La valoir pour les frères Bogdanov, c'est à peu près 180 000 € divisé par 2. Vous, Jean-Michel Cohen, quand vous sortez un livre... c'est moins que ça. C'est moins que ça, mais on est quand même dans une très belle somme, me semble-t-il. Oui, c'est 50 000 €. La moyenne, c'est 50 000 €. Dès que Cohen fait un livre, toc, c'est 50 dans la poche direct. Voilà. Et après,
il y a des fois où l'éditeur va s'engouinfrer 25 ou 30, et il y a des fois où l'éditeur va m'en donner 100 de plus. Quand on a écrit avec Serog les Savoirs manger, le guide des aliments, c'était un carton plein. Donc, oui, grand best-seller. Savoir maigrir aussi a été un grand best-seller. Et dans ces cas-là, l'éditeur vous redonne l'argent. C'est pour ça que je pense que c'est assez correct, les avaloirs, dans la mesure où on vous donne, on ne sait jamais comment va marcher un livre, on valorise le travail que vous avez fait, et derrière, si le public a aimé, vous êtes valorisé. Si le public n'a pas aimé, on a pris nos risques, lui, l'éditeur et moi. Comment vous gérez l'argent dans votre vie ? Vous êtes un dépensier un peu, vous, non ? Oui. En fait, les restos ? En fait, je m'en fous. Enfin, c'est pas je m'en fiche, c'est comme tous les gens qui n'ont pas eu d'argent quand ils étaient jeunes, ou, etc. L'argent n'a pas beaucoup d'incarnation pour moi. Je thésaurise pas. C'est-à-dire, je suis pas un mec qui accumule. Il y a des gens qui savent faire ça. D'ailleurs, j'admire. Hein, mais moi, je dépense. J'ai toujours dépensé un peu plus que ce que je gagnais. Si je gagnais un peu, je dépensais un peu plus. Si je gagnais beaucoup, je dépensais un peu plus quand même. Donc voilà. Maintenant, je suis quand même, heureusement, j'ai eu la chance de faire des investissements aléatoires, mais qui se sont révélés bénéfiques. J'ai oublié de vous poser une question tout à l'heure sur la santé, une question que je ne vous ai jamais posée, je crois, même après toutes les émissions qu'on a fait ensemble. Vous avez été victime d'antisémitisme ? Oui, 1 ou 2 fois. Pas beaucoup. Dans le milieu de la télé ? Non, pas dans le milieu de la télé. Dans quel milieu ? Non, plutôt dans les milieux éditoriaux. D'accord. Oui, avec certains sous-éditeurs. Pour quelle raison ? Une espèce de mépris masqué. Et un mépris masqué, c'est-à-dire on ne disait pas sale juif, mais j'étais le juif, on se voyait bien, ou des petites allusions, c'est vous les juifs. Et chez des éditeurs, on vous a sorti des sous-éditeurs, c'est-à-dire des gens qui travaillaient avec mon éditeur principal. D'accord. Et donc ça, c'est pas bien. Et vous par contre, comment, parce que vous avez quand même de la verve, vous répondez comment ? C'est très difficile de répondre à vous les juifs, à part dire à la personne qu'est-ce que vous voulez dire par là. Et la deuxième fois où j'en ai été victime, c'est en politique. Ça veut dire où quand je me présentais dans des élections, j'avais une permanence électorale, les gens venaient cracher sur ma vitrine, j'avais des tracts antisémites, etc. Voilà. Mais c'était dans l'ADN de la politique. Les gens contre qui je me présentais étaient vraiment étaient des racistes, quoi. C'est compliqué à porter un nom comme Cohen ? Oui. Si vous voulez, moi, je ne suis pas touché par l'antisémitisme parce que, 1, j'habite dans une ville relativement protégée. 2, j'ai une fonction qui protège aussi. On aime bien les médecins jusqu'à présent. 3, j'ai une certaine forme de notoriété. Bien sûr. Donc, je suis assez protégé de ce côté-là. Mais je sais que quand on s'appelle Cohen dans certaines banlieues, et si, par exemple, on n'a pas de statut, on peut être empoisonné. Ça reste quand même un mal. C'est un mal de s'appeler Cohen aujourd'hui en France ? Non, c'est un mal qui existe, l'antisémitisme. La France n'est pas un pays antisémite, mais on a des antisémites en France. Merci Jean-Michel Cohen. On termine évidemment avec ce livre, parlons-en 2 petites minutes, évidemment, qui s'appelle « Et si on changeait tout ?» chez First, évidemment. Très simple au niveau de la couverture, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a un petit côté un peu enfantin. Comme ça, c'était un enfant qui voulait tout changer d'un coup. J'ai trouvé ça intéressant, moi, au niveau de la mise en forme du livre. On y apprend plein de choses. Notamment que le bonheur, eh bien, finalement, ça tient à quelques petites choses, à droite et à gauche. Et qu'en effet, il faut des fois eh bien, changer des petits trucs comme l'habillement ou encore l'alimentation pour d'un coup eh bien, se rendre compte qu'on est heureux et pousser en fait, ce curseur au maximum. J'ai une question à vous poser, excusez-moi Jean-Michel, c'est est-ce qu'il faut être malheureux pour être heureux ? Et après, je vous laisserai continuer. Non, mais vous répondez comme mon petit-fils. Quand j'ai demandé autour de moi quel était le ressenti du bonheur, il m'a dit le bonheur, c'est l'inverse du malheur. Donc, non, je crois qu'il faut être joyeux. Ça veut dire il faut être optimiste et joyeux. Et il y a une étude qui a été menée par l'Université hébraïque de Jérusalem qui a montré que l'optimisme et le bonheur allaient de pair avec la longévité. Donc peut-être que j'ai eu besoin d'écrire ce livre pour me dire il faut que je trouve toutes les solutions pour être heureux, pour vivre le plus longtemps possible et vous suivre dans votre formidable carrière à venir. C'est gentil, ça me touche beaucoup. Est-ce que c'est un point sur vous-même, ce livre ? Un peu, j'ai parlé de mon histoire, ma propre histoire. Je suis un petit gros habillé comme un lord anglais dans un lycée plutôt à gauche.
avec des parents qui me protègent. J'ai 2 ans d'avance, les autres ont 2 ans de retard. Donc, eux, ils rêvent de relations amoureuses et moi, je rêve de je sais pas quoi. Et je rentre dans un nouveau lycée. Et là, je marche pour aller au lycée, donc je maigris. Je change de vêtements, j'achète une vieille parka, je laisse pousser les cheveux, je deviens leader politique, je m'affirme, je change de personnalité. Et là, je deviens heureux. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes heureux? On termine par ça. Ouais, plutôt, ouais. Plutôt heureux. Qu'est-ce qui vous manque? Voir encore plus souvent ma famille. Alors que je peux vous dire que la famille, c'est un bonheur. C'est vraiment un bonheur. Merci beaucoup Jean-Michel Cohen d'être venu dans cet Instant de Luxe 2.0. Vous embrasserez bien votre petite femme pour moi, puis votre petite famille, évidemment. On se retrouve nous dès demain avec un nouvel Instant de Luxe 2.0. D'ici là, évidemment, prenez soin de vous. Ciao.